Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Quel merveilleux après-midi! J'aurais aimé vivre sous la mousse fraîche de la forêt. J'aurais aimé ignorer le langage des hommes. J'aurais aimé jouer avec la truite. Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, je reçois Nicole Génovèse, qui est auteure, comédienne, scénographe, aussi réalisatrice. Alors, bonjour Nicole Génovèse. Bonjour. Alors, vous êtes franco-finlandaise, vous avez vécu dans l'arrière-pays niçois. Et si on devait peut-être vous définir, je dirais que vous êtes un peu maître dans l'art de brouiller les lignes, les temps, les genres, et que vous aimez bousculer et dynamiter les codes. Est-ce que ça correspond bien à ce que vous souhaitez faire ? Ah bah oui, ça me plaît beaucoup comme description. Oui, alors c'est ce que vous avez fait dans plusieurs de vos pièces. Alors j'ai vu que vous n'aviez réalisé qu'un seul court-métrage d'ailleurs qui a été projeté à Londres, à Helsinki, dans d'autres villes, qui s'appelle La mémoire des grands chiens. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce court-métrage ? Oui, bah c'est effectivement l'unique film que j'ai réalisé pour le moment. C'est parti d'une invitation, donc le producteur du film jouait dans ma première pièce. À l'époque, il était acteur. Et puis, comme j'utilise beaucoup le cinéma dans le théâtre pour travailler avec les équipes, il me disait, bon, il faut que tu réalises un film. Je suis très cinéphile, donc... mais j'avais l'impression que c'était pas pour moi, que c'était un métier à part. J'avais très peur de me lancer là-dedans. Depuis les années passant, la confiance avec ce monsieur qui s'appelle Nelson, la confiance aidant, un jour, je me suis lancée, j'ai écrit un film, et puis voilà, lui l'a produit, et maintenant c'est un film qui tourne un peu dans des festivals, plus à l'étranger qu'en France, et qui est un film un peu inclassable. C'est très difficile de... C'est un peu absurde. Oui, c'est un peu comme mes pièces absurdes. Finalement c'est le mot qui est le plus simple, mais absurde, ça donne toujours des images dans la tête qui sont pas forcément celles de mes projets, mais comme j'aime bien aussi mettre en avant le fait que j'ai une culture nordique, qu'il y a tout un humour et tout un univers qui se déploie du fait de ma biculture, de ma culture finlandaise, et peut-être ça vient de là, l'aspect un peu étrange, un peu, on va dire que c'est de l'absurde finlandais. Voilà. Alors vous avez donc un parcours, donc vous êtes passé par l'École supérieure d'art dramatique de Paris, le théâtre de la Traverse à Nice aussi, et vous avez eu un passage agité au théâtre du Vieux Colombier sous la direction de Jean-Louis Jourdain. Oui, et non, ça c'est, j'étais étudiante à l'école, et puis Jean-Louis Jourdain était invité à mettre en scène un spectacle, c'était le Songe d'une nuit d'été à la Comédie Française, et pour jouer le rôle des artisans, il voulait 6 jeunes étudiants. Donc j'ai fait partie de ces 6 jeunes étudiants, et donc on a joué dans un cadre semi-professionnel à la Comédie Française. Mais disons que ça s'est pas très bien passé. Après, je vais pas revenir sur les détails de cette aventure parce qu'on était jeunes et un peu fougueux. Mais disons c'était pas une expérience très agréable, ce passage à la Comédie Française, mais c'était assez, j'étais ravie de le faire parce que c'est quand même un fantasme pour beaucoup de gens qui font du théâtre de passer par cette maison. J'y suis passée pendant que j'étais étudiante, donc voilà, je suis contente d'avoir mis les pieds dans la maison, mais j'avoue que je suis j'ai été peut-être un peu déçue par la manière dont les choses se fabriquent au moment où j'y étais. Oui. Alors vous avez aussi fait partie, je crois, d'un groupuscule de poètes obscurs. Et puis vous avez cofondé aussi des revues littéraires. Hein.
Oui. Voilà. Et alors après, donc vous êtes intéressé donc au théâtre. Vous avez écrit donc des textes. Alors il y a eu Hélas, hein, qui est un peu inspiré par la série Plus belle la vie. Oui, et qu'on a présenté à Tarbes d'ailleurs, il y a 1 an et demi, 2 ans. Je sais plus. Et donc vous aimez bien traiter, enfin montrer aussi un peu dans vos spectacles un peu les gens ordinaires, la vie ordinaire. Mais vous êtes sensible aussi à l'altérité. Enfin, vous aimez bien. En fait, ce sont presque des études un peu sociologiques ou ethnographiques, hein. Oui, alors c'est pas du théâtre documentaire. Enfin, je j'ai pas de désir à ce point. Enfin, j'ai pas un rapport documentaire à mon travail. Par contre, oui, comme je viens moi-même d'un milieu un peu, disons, simple, enfin populaire, c'est ma culture, donc et comme après je suis montée à Paris, que j'ai fait une école publique, que j'ai baigné dans une culture beaucoup plus intellectuelle que là d'où je viens, je pense que j'ai jamais perdu de vue et j'ai toujours eu à cœur de représenter, disons, mon milieu d'origine dans mes travaux et forcément vu que c'est une vie ordinaire et des gens ordinaires, bah voilà, dans mes travaux il y a toujours un hommage rendu à la poésie de l'ordinaire et donc voilà, c'est comme ça que je dirais les choses. Alors ensuite, il y a eu Ciel, mon placard. Donc c'est une pièce que oui. vous avez écrite aussi et qui est de 2014 à 2018. Et alors ce qui m'a interpellée, c'est que vous dites toujours que vos pièces ont une durée de vie calculée. Oui, alors jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai jamais eu envie d'avoir un répertoire, comme on dit. Chaque compagnie de théâtre ou artiste de théâtre possède un répertoire de pièces. Et puis elles sont disponibles en tournée comme ça. Et moi, j'ai jamais eu envie de ça parce que j'aime bien me consacrer à un projet totalement. Et donc, quand je me lance dans l'écriture d'un projet, de sa mise en scène, je j'ai pas la tête à tourner autre chose. Donc, à chaque fois, une pièce naît, elle vit, et puis au moment où j'ai une autre pièce qui arrive, la précédente s'éteint et laisse place à la nouvelle. Donc, par exemple, si Ciel, mon placard et Hélas, en théorie, on pourra plus jamais les voir. Ça existe que dans les archives ou dans la mémoire de ceux qui l'ont vu. Mais bon, comme j'essaie de m'assouplir au fil du temps et de devenir quelqu'un de meilleur et que j'essaie de m'inspirer de conseils, de choses. Enfin, beaucoup de gens me disent que c'est une posture un peu compliquée à tenir et que c'est dommage. Voilà, donc peut-être, qui sait, dans quelques années, je pourrais peut-être reprendre une de ces pièces. Donc elles ressortiront du tombeau. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai fonctionné. Alors vous avez des critiques, hein, je regardais un petit peu les critiques de toutes vos pièces. Alors c'est très amusant parce que soit c'est très dithyrambique, ou alors parfois on dit que c'est une ignominie culturelle. Ah oui, non, ça c'est moi qui avais utilisé cette expression, c'est pas la presse. Bon, ceci dit, j'ai quand même eu des critiques de presse pas sympas. Mais l'ignominie culturelle, c'est moi, quand j'ai commencé donc ma première pièce, c'était Ciel, mon placard. Je venais un peu de nulle part, personne ne savait qui j'étais. Et l'usage, quand on monte un spectacle, c'est de dire venez voir mon spectacle, il est super. C'est de tout voir par le positif, avoir une page Facebook qui dit des trucs sympas, contacter les professionnels en disant vraiment c'est un spectacle intéressant. Et moi, j'avais décidé à l'époque de me démarquer, enfin d'essayer de trouver un moyen de me faire remarquer, disons, en me disant il faut faire l'inverse, il faut baisser l'horizon d'attente, il faut expliquer aux gens que c'est nul et c'est pas très intéressant et puis ça va attirer leur attention. Donc voilà, j'avais créé l'expression ignominie culturelle parce qu'aussi Le Ciel, mon placard, c'était une pièce hybride qui était un hommage au théâtre de boulevard dont je venais quand j'étais à Nice, je faisais du théâtre de boulevard, mais qui était quand même avec des coups de crayon du théâtre contemporain et donc ça donnait un truc un peu étrange, un peu kermesse, un peu peut-être punk. Et du coup, je trouvais ça amusant de dire que c'était une ignominie culturelle. Ce qui fait que, comme après on a joué au théâtre du Rond-Point et que c'était une exposition médiatique assez forte, la presse a repris l'expression en expliquant que c'était ma démarche. Mais pour l'instant, j'avoue, quand même, j'ai jamais eu de choses trop violentes encore. Ça arrivera sans doute parce que c'est comme ça dans la vie d'un artiste, mais pour l'instant, la presse a plutôt été, on va dire, favorable, sympathique, voilà.
voulu courir jusqu'au précipice. J'aurais croqué le vide comme on croque la pomme. J'aurais mangé les aigles et prié Dieu pour que Oui, justement, la dernière pièce que vous avez écrite, Le rêve et la plainte, pour laquelle vous allez venir donc au Parvis le 9 mars, a des critiques plutôt dithyrambiques. Alors, Le rêve et la plainte, le titre déjà est curieux, parce qu'en principe, ça pourrait être peut-être rêve et désillusion. C'est presque un oxymore, parce que c'est vrai que c'est Oui. curieux. Ce sont deux mots qu'on n'associe pas habituellement. Oui, mais je trouve que c'est bien, ça fait peut-être réfléchir sur d'autres, enfin, peut-être que les gens qui lisent le titre, ça résonne par un autre parcours à l'intérieur d'eux. Moi, j'aime bien ce titre parce que pour moi, il caractérise les deux choses dont on a besoin pour avancer. Enfin, je pense que l'humain a besoin de rêver et a besoin de se plaindre. Et voilà, donc peut-être que comme cette pièce, c'est un hommage total à l'humain, c'est peut-être une espèce de thermomètre de l'animal humain en ce moment, de ce qu'il est, de ce qu'il a besoin pour avancer. Peut-être que le rêve et la plainte, je dis peut-être parce que j'ai pas réfléchi quand j'ai mis le titre. Moi, j'ai un rapport à l'écriture très instinctif, je réfléchis pas beaucoup au moment où j'écris, je réfléchis plutôt après. Mais quand j'ai nommé le rêve et la plainte, je pense que c'est parce que je tiens beaucoup à ces deux choses-là au quotidien, à rêver et me plaindre. Et alors, est-ce que cette pièce vous a été plus ou moins inspirée par la période de pandémie, par ce qu'on a vécu? Non, pas vraiment. Je l'ai écrite avant que ça arrive. C'était avant? Ouais, je l'ai écrite en février 2020 et le confinement est en mars. Après, elle existait à peu près à cette période-là, mais cependant, déjà avant Covid, hélas, c'était une pièce qui relatait, qui laissait supposer un chaos à venir. Moi, j'ai toujours eu, foi au cycle de la vie, au cycle politique, au cycle historique, que je sens depuis longtemps poindre une fin de quelque chose. Le Covid est arrivé et puis ça a été un événement qui va dans ce sens, mais c'est pas nécessairement lié à cette pandémie. Je pense que c'est plutôt le rêve et la plainte, et comme hélas, ces deux pièces qui résonnent là-dedans, qui sont dans cet endroit de chaos, cet endroit de fin de règne occidental, fin de règne. Alors, il y a un parallèle dans le rêve et la plainte avec l'histoire très révolutionnaire, donc fin de règne de Louis XVI et Marie-Antoinette, mais c'est la même. Pour moi, c'est une façon de dire un cycle se termine, un autre commence, et dans tous les cas, il faut passer par une étape difficile et après, il y a la lumière sur autre chose. Mais donc voilà, c'est peut-être plus dans ce sens-là. Et alors, dans ce spectacle, dont il y a aussi une immersion spatio-temporelle, ce sont les personnages justement de cette période de régence qui vont s'emparer un petit peu des personnages du futur et de ce qui se passe dans le futur. Oui, voilà, oui, c'est vrai, on peut voir ça comme ça. En fait, c'est comme je vous disais, quand j'écris, je me laisse un peu inspirer par le moment présent. Je me mets devant l'ordinateur, un peu comme un pianiste devant son piano qui tapote sur les notes. Moi, je tapote sur les petites lettres de l'alphabet. Et puis, généralement, les pièces, elles sortent un peu d'un coup, comme ça. Et après, j'analyse. Je me dis, tiens, d'où ça sort? Qu'est-ce que ça? Et il se trouve que je suis plutôt passionnée par l'histoire en général, et que là, à l'époque où j'ai écrit cette pièce, je m'intéressais à l'histoire de France à peu près à ce moment-là, très révolutionnaire, et ensuite révolutionnaire, de la première révolution de 1789. Donc j'ai ces personnages-là qui sont apparus, et qui effectivement disent un texte qui est très futur, pour eux très futuriste, un texte qui correspond à notre époque à nous.
Donc la superposition entre Marie-Antoinette, Louis XVI, la princesse de Lamballe, de Comte d'Artois, tous ces personnages historiques, avec les personnages qu'ils interprètent, qui sont des copains, Thibaut, Véro, Marie, Steph, c'est une superposition qui, à mon avis, raconte simplement que les humains sont de tout temps des humains, enfin il y a des gros points communs entre l'humain de jadis et l'humain d'aujourd'hui. Et voilà. Après, il y a aussi un autre discours que j'aime bien tenir, qui est que je trouvais ça très très beau, que justement le discours qui est tenu dans cette pièce étant très ordinaire, très très simple, et qui est un hommage à ça, à la capacité des humains à se retrouver entre amis et à parler de tout et de rien, et ce qu'on appelle le langage fatigue, c'est-à-dire juste un langage qui crée du lien, qui n'a pas d'autre objectif que de créer du lien, qui est proprement humain, qui n'a pas comme vocation de donner une information, mais vraiment juste de créer du lien. Bah, cet endroit-là de la discussion simple entre amis, de l'anoblir en fait, de voir des personnes avec des splendides costumes. Donc les costumes sont des costumes d'époque, ont été réfléchis par la costumière Julie Dontz. On a vraiment des personnages sublimement habillés dans un décor très très baroque. Et je trouvais ça très important que tous ces petites gens soient sublimés par la haute noblesse de nos rois et nos reines de jadis. Oui, vous aimez bien parler aussi de théorie des univers parallèles. Oui, ça c'est à cause d'un spectacle que j'ai fait en Suisse avec Joël Maillard il y a quelques années maintenant. Joël m'avait invité à travailler sur la théorie des univers parallèles que je ne connaissais pas et qui s'avère être un véritable sujet universitaire, qui est un vrai sujet scientifique. Et à l'époque où j'ai écrit Le Rêve et la Plainte, j'étais dans ce projet, donc je me disais tiens, on pourrait aussi dire que dans un univers parallèle, ils sont pas morts tous ces gens et ils continuent de faire du théâtre, parce qu'il faut savoir que Marie-Antoinette, le comte d'Artois et la princesse d'Anvals faisaient du théâtre. Marie-Antoinette avait très envie d'être comédienne. Si elle n'avait pas été reine, elle aurait aimé être comédienne. Et donc elle avait réhabilité le théâtre du Petit Trianon pour jouer des pièces. C'était vraiment une passion, le théâtre. Donc j'aime bien me dire peut-être que dans un autre univers, il joue ma pièce. Et voilà. Et vous avez fait un petit peu un pied de nez avec l'histoire de la viole de gambe, puisque je crois que le musicien d'ailleurs qui a composé la musique et qui joue dans la pièce et qui est d'origine chilienne, disait que la viole était interdite justement pendant cette période-là, et donc vous l'avez mise à l'honneur. Oui, c'est ça. Ça c'est Francisco qui m'a expliqué l'histoire de cet instrument et qui trouvait ça, moi je n'ai pas trop réfléchi, c'est que je trouve ça très beau, la viole de gambe, ça faisait longtemps que j'avais envie de l'entendre, et puis moi je l'avais associé à cette période, j'ai pas de culture musicale assez pointue, donc je m'étais dit, la viole de gambe, c'est typique 18e, et puis il m'avait expliqué que pas du tout, que justement sous Louis XVI, c'était très ringard comme instrument, donc c'était banni de la cour, et ça a été la dernière... jusque Louis XVI, il y avait un violiste à la cour et Louis XVI a supprimé ce poste. Donc Francisco trouvait drôle que ça revienne à ce titre dans un spectacle contemporain. Donc j'assume complètement l'anachronisme de cette chose-là et mon ignorance à ce sujet. Et je remercie Francisco d'avoir su pointer du doigt cet heureux hasard. Et alors, vous avez souhaité aussi que le silence dans le texte soit accompagné de longues nappes musicales. Oui, alors effectivement, la pièce est écrite comme une partition. Il y a énormément de silences qui sont inscrits dans les didascalies, dans le papier, dans le texte. Et quand j'écrivais, il se trouve que j'écoutais beaucoup Eliane Radig, une compositrice de musique expérimentale qui a beaucoup travaillé à Nice. Enfin, moi, je l'ai connue par... c'était la femme d'Armand, le plasticien. Elle fréquentait les Yves Klein, Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely, toute cette période-là de la ville d'Arson niçoise. Donc moi, j'aimais bien m'intéresser à cette période-là de l'art contemporain niçois. J'ai découvert Eliane Radig et j'écoutais beaucoup ce qu'elle faisait. C'était que longues nappes musicales avec des infrabasses, des infrasons. Elle travaille beaucoup avec des oscillateurs. C'est très très particulier. Et donc j'écoutais beaucoup ça quand j'écrivais, quand j'étais chez moi.
Et en fait, je trouvais que c'était une très belle matérialisation du silence qui n'existe pas vraiment au quotidien. C'est-à-dire que même quand on est dans le silence, il existe toujours un bruit blanc ou la nature ou quelque chose. Donc j'avais envie de restituer ça. Et donc Émile Vaquiez nous a composé, sous inspiration d'Eliane Radig, un énorme et un très long morceau de musique qui dure toute la pièce et qui accompagne toute la pièce et qu'on entend effectivement, on perçoit. Parce qu'on a essayé de chercher aussi des niveaux de son où les spectateurs parfois ne le perçoivent qu'à la fin. Mais on perçoit ce son-là, cette musique qui résonne un peu plus dans les silences. C'est très bien. Alors, si vous deviez donner envie aux spectateurs d'aller voir votre pièce, dans Le Rêve et la Plainte, qu'est-ce que vous leur diriez? Eh ben, je leur dirais que moi, quand j'ai écrit cette pièce, je trouvais qu'elle était très mélancolique et très triste. Et quand j'ai fait lire la pièce à mon équipe de production et à mon entourage, je leur ai dit, voilà, j'ai fait une pièce très, très triste sur la fin de l'humanité, c'est terrible. Et puis, tous ces gens qui ont lu ont dit, mais non, c'est super drôle. Et puis maintenant que la pièce existe et que les gens la voient, les spectateurs, la presse, effectivement, les gens disent que c'est plutôt une pièce drôle, que c'est une comédie. Mais moi, je continue à croire que c'est une pièce très triste. Donc, je dirais aux gens, bah, venez bien rigoler sur une pièce triste. Et alors, quelle est sa durée de vie programmée? Ah non, pas encore. Pour le moment, elle vient de naître. Je lui laisse le temps. Généralement, c'est vrai qu'on tourne quand même. On essaie de tourner au moins 3-4 saisons. Mais on verra. Après, il y a aussi la conjoncture qui est compliquée. Au théâtre, en ce moment, c'est très, très difficile de tourner. Il y a de moins en moins d'argent. Et c'est normal que les priorités se placent ailleurs. Donc ça, à un moment donné, ça, c'est même plus de notre ressort. Là, on verra ce que nous propose l'avenir du théâtre public français. Et vous l'aviez créé donc au Théâtre des Bouffes du Nord, je crois. Hein? Oui, c'est ça. On l'a créé en décembre au Bouffes du Nord à Paris. Et je crois que le Parvis est coproducteur de votre pièce aussi, non? Oui, oui, tout à fait. Frédéric Esquiret, on l'avait rencontré à l'occasion de Hélas. Il avait beaucoup aimé le travail. La rencontre a été aussi une belle rencontre, simple, chaleureuse, humaine. Et donc, quand j'ai écrit cette nouvelle pièce, il fallait réunir des coproducteurs pour la financer. Et donc, on a contacté nos plus fidèles théâtres qui nous suivent. Et puis, on s'était bien entendu avec Frédéric, qui a aussi une attention très musicale, sur la musique. Comme nous, on a beaucoup de musique dans cette pièce, on pensait que ça pourrait l'intéresser. On lui a proposé le projet, il était effectivement curieux, intéressé, il avait confiance en nous et donc il nous a coproduit et c'est toujours une chance quand on est un jeune artiste d'avoir des coproductions qui nous font confiance et je suis très contente que la pièce se passe très bien, qu'elle plaise beaucoup parce que c'est aussi une récompense pour l'audace des personnes qui nous coproduisent finalement, qui disent bon allez je parie, je mets un billet là-dessus, bon on verra bien puis quand ça marche pas, ça fait toujours un peu de peine. Et puis quand ça marche bien, bah voilà, faut le dire. Merci de nous avoir aidés, quoi. Ce genre de voilà. Donc on est très content de venir à Tarbes encore plus parce qu'effectivement c'est un théâtre qui a osé nous faire confiance, quoi. Et oui, c'est une scène nationale. Oui, en plus. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier beaucoup pour cette interview et pour tout ce temps consacré. Je suppose que vous êtes en tournée, là, actuellement? Oui, on est en tournée. Bon, là, je suis actuellement chez moi parce qu'on est entre deux dates. Mais comme j'ai un bébé, là, je suis à la maison avec le bébé. Et après, on repart avec le bébé, d'ailleurs, qui nous suit en tournée, parce qu'il est né pendant les répétitions. On repart début mars pour 1 mois de tournée en sud-ouest. Donc on commence par Auch, ensuite Tarbes, Toulouse. Et ensuite on redescend dans le sud-est et on remonte sur Lyon. Enfin, une petite boucle comme ça, tout le mois de mars. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès dans ces représentations, beaucoup de public. Et puis je vous remercie encore pour ce moment consacré à l'interview. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'attention que vous m'avez offerte. Voilà. Bonne journée. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous. À bientôt.